Bienvenue à toutes et tous. Avec le professeur Cédric Lemoyne, la FPBN et sa section médecine psychosomatique, nous sommes très heureux de vous retrouver en ce début d'année 2023 pour, bien sûr, vous souhaiter une année la meilleure possible, mais surtout pour porter notre attention sur une pathologie féminine dont le nom est largement évoqué, mais dont la connaissance et la prise en charge apparaît toujours incertaine. Je veux bien sûr évoquer l'endométriose. J'en profite pour également remercier nos intervenantes et intervenants de qualité à qui vous pourrez poser des questions sur le chat dédié. Il y a à peu près une année, le président de la République a fait de l'endométriose une cause nationale, un enjeu de santé publique concernant une affection féminine assez fréquente et impactante tant sur le plan physique, somatique que sur le plan psychologique. Et parmi les premiers enjeux évoqués, c'est celui de la connaissance pour améliorer le soin, améliorer la prise en charge et peut-être la reconnaissance des patientes qui souffrent de ce trouble. Je terminerai ce temps introductif par une phrase de Marie Curie, illustre femme, illustre scientifique, qui disait littéralement « Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre ». Et elle ajoutait « Il est à présent temps de comprendre davantage afin que nous puissions avoir moins peur, craindre moins ». Et bien précisément, aujourd'hui, l'objectif, en plein accord avec la mission de la FPBN, qui est celle d'améliorer les connaissances scientifiques, eh bien, c'est d'améliorer nos connaissances sur l'endométriose pour le bien commun, notamment celui des femmes qui souffrent de ce trouble aux implications somatopsychiques potentiellement bidirectionnelles. Et pour entamer ce webinaire et cette amélioration des connaissances, nous allons avoir le plaisir d'accueillir le professeur Philippe Cadel, qui est professeur de gynécologie obstétrique à l'Université de Bourgogne, chef du service de gynécologie obstétrique et oncologie au CHU de Dijon, un service qui se positionne en tant que centre expert régional dans la prise en charge de l'endométriose dans le cadre des réseaux mis en place depuis plusieurs années. Et donc, Philippe, vous allez nous dire, effectivement, l'endométriose, c'est quoi au juste? Bonjour à tous, merci de me donner la parole et l'occasion de participer à ce webinaire. Donc, je vais en quelques diapositives, et c'est un peu un challenge, vous présenter cette pathologie dont le nom est l'endométriose. Donc, cette pathologie qui prend les devants de l'actualité. On a parlé de cette cause nationale depuis présidentielle sur cette pathologie, en sachant que ce positionnement comme une pathologie presque émergente est un peu paradoxal pour une maladie qui est probablement aussi ancienne que les femmes ont des règles. Et déjà dans l'Antiquité, Hippocrate, dans ses écrits, préconisait aux femmes souffrant de dysménorrhée, donc de douleurs de règles importantes, de procréer et d'allaiter afin d'obtenir une aménorrhée, c'est-à-dire un arrêt des règles. Et il avait aussi suspecté le lien entre ces douleurs et l'infertilité, et avec des phénomènes adhérentiels. Donc on voit que cette pathologie maintenant qui semble être découverte par un peu le milieu médical, mais aussi par le grand public, est une pathologie très très ancienne. Alors, en termes de données épidémiologiques, sur lesquelles je passerai rapidement, mais surtout sur les derniers chiffres, c'est le nombre de personnes qui seraient, ou en tout cas, on va dire seraient, parce que ce sont des estimations, atteintes d'endométriose, en sachant que c'est une pathologie qui touche la femme entre la puberté et la ménopause, donc pendant la période dite d'activité génitale. On est autour de 10%, sachant que selon le mode de récupération de l'information et selon la population, on a des variations sur ce pourcentage. Et donc, on estime au plan mondial que 190 millions de femmes et adolescentes seraient atteintes dans le monde. Et pour la France, avec autour d'une estimation à 10%, on est à 2 millions.
Donc, c'est un problème qu'on peut considérer comme un problème de santé publique par le chiffre, et on verra aussi par la pathologie en elle-même. Alors, en termes de définition, l'endométriose, c'est la présence de tissus entre guillemets endométrial, et je m'expliquerai sur cette entre guillemets, en dehors de la cavité utérine. Un petit rappel anatomique, vous avez ici une planche représentant les organes génitaux internes féminins avec au centre l'utérus et de part et d'autre les trompes et les ovaires, avec l'utérus qui est un organe central de la gestation, c'est-à-dire qui permet le maintien de la grossesse, avec 3 tuniques, 3 épaisseurs. La plus externe, c'est un revêtement qu'on appelle la séreuse ou l'épithélium, une partie moyenne qui est le moteur, le muscle utérin, et une partie interne qu'on appelle l'endomètre, qui est le tissu qui va nous intéresser et qui, sous l'effet hormonal des ovaires, chaque mois va décidualiser et va émettre les règles qui vont sortir à travers le col puis par le vagin. Et l'endométriose, c'est donc la présence de ce tissu endométrial qui reste, quelle que soit sa localisation, sensible au cycle hormonal. C'est-à-dire qu'à un moment, ce tissu va être à l'origine de menstruations, mais cette fois-ci de menstruations qui seront dites ectopiques ou de localisation hétérotopique, et c'est ce phénomène de décidualisation qui serait à l'origine de la symptomatologie, c'est-à-dire des signes entraînés par cette pathologie de l'endométriose. Alors, en termes de pathologie, on aura des localisations, comme je l'ai expliqué, c'est la localisation qui va être un peu le support des signes de la maladie. Alors, donc on a la première localisation, c'est le péritoine, c'est-à-dire ce feuillet, ce revêtement, cette peau qui est à l'intérieur de l'abdomen et qui recouvre tous les organes, intestins, foie, organes génitaux féminins, à l'exception de l'ovaire. Il y a des formes dites ovariennes, c'est-à-dire des kystes endométriosiques, et chaque mois, à l'intérieur de ce kyste, le tissu, la paroi de ce kyste va se mettre à saigner à l'intérieur de ce kyste, et de mois en mois aboutir à l'augmentation de ce kyste. Il y a aussi des localisations dites pelviennes profondes ou sous-péritonéales, c'est-à-dire que ces nodules vont infiltrer le tissu sous-jacent au péritoine, notamment au niveau du cul-de-sac de Douglas. Le cul-de-sac de Douglas est la partie la plus basse de la cavité abdominale lorsque la femme est en position debout, et elle représente la zone qui est en arrière de l'utérus, comprise entre donc la paroi postérieure de l'utérus et la paroi antérieure du rectum. Bien sûr, ces formes peuvent être isolées, mais le plus souvent, ce sont des formes associées où on a à la fois des formes péritonéales, ovariennes, pelviennes profondes. Il y a une forme aussi un petit peu particulière qui est la localisation des lésions en dehors de la cavité utérine, mais à l'intérieur même de l'utérus, et précisément dans la paroi moyenne musculaire. Et cette forme est dite forme utérine ou adénomiose, qui a la particularité d'être présente dans la maladie dite endométriose habituelle, mais aussi dans des formes localisées uniquement dans cette région, chez la femme d'âge mûr, dite de préménopause. Et on voit apparaître ce type de nodules d'endométriose à l'intérieur du myomètre autour de 45-50 ans chez des femmes qui n'ont jamais eu de problème d'endométriose. Et il y a enfin les formes dites métastatiques, c'est-à-dire où les lésions sont dans des territoires en dehors de la cavité dite péritonéale, c'est-à-dire à l'extérieur du ventre, hein, pour parler, on va dire simplement. On aura des localisations dites pariétales, donc dans la paroi, notamment sur des cicatrices, par exemple des cicatrices de césarienne, où on aura des nodules qui vont se développer et qui, de façon cyclique, mensuelle, vont être à l'origine de douleurs parce qu'il y a des saignements
à ce niveau-là, avec une réaction inflammatoire qui est associée. Des formes thoraciques qui sont dites soit pleurales, c'est-à-dire autour du poumon, ou carrément à l'intérieur du tissu pulmonaire, aboutissant à des signes qui sont aussi cycliques, avec des patientes qui peuvent avoir ce qu'on appelle des pneumothorax, c'est-à-dire qu'une lésion avec de l'air qui passe autour du poumon, ou alors carrément des saignements avec des crachats sanglants, des toux sanglantes au moment des règles. Il y a aussi des formes dites nerveuses avec une particularité qui semble être une attirance, ce qu'on appelle un tropisme de ces cellules endométriales pour les fibres nerveuses, avec en corollaire aussi, mais je reviendrai, la cellule endométriale, le tissu endométrial qui va pouvoir attirer des cellules nerveuses et participer au phénomène douloureux. Il y a aussi des formes dites osseuses, ou aboutissant carrément à des nodules osseux qui peuvent en imposer pour des lésions tumorales cancéreuses, et à pouvoir aboutir même à des syndromes de fracture. Il y a aussi des formes cérébrales avec des maux de tête dits catameniaux qui arrivent au moment des règles, pouvant aboutir à de troubles neurologiques de localisation, pouvant donner des signes carrément d'épilepsie, là aussi cataménienne. Alors, en termes d'image, pour vous donner des exemples qu'on retrouve facilement lorsqu'on parle d'endométriose et qu'on va faire des petites recherches sur Internet. Alors là, vous avez une lésion d'endométriose assez fraîche, superficielle. On voit que c'est une photo sur du péritoine avec des vaisseaux qui semblent être attirés par ces lésions. Là, ici, on a une lésion qui est un petit peu plus marron et là, qui est, on va dire, ancienne, qui est inerte. Sur cette deuxième planche, on a une vue plus générale avec en avant ici l'utérus et de part et d'autre les trompes et en blanc les ovaires et toutes les lésions rouges dans la partie postérieure, ce que j'appelais le cul-de-sac du Douglas qui est tout au fond, ces lésions rouges d'endométriose. Ici, une photo aussi de lésions associées. Vous avez les deux boules qui sont en inférieur, ici à gauche et à droite, correspondent aux ovaires soufflés par un kyste endométriosique, avec au-dessus l'utérus qui semble, par ces deux bras qui sont les trompes, embrasser ces deux ovaires, avec ici une adhérence complète entre ces trois organes, et probablement dans le fond le sigmoïde qui est impliqué, avec une image qu'on appelle de kissing ovary, c'est-à-dire des ovaires qui semblent s'embrasser l'un l'autre. Mais là, on a déjà des lésions avec tous les petits points aussi marrons là qui sont des lésions d'endométriose, et on voit que par ailleurs, antérieurement, il y a peu de choses. Là, l'autre forme, là, cette forme dite d'adénomiose, à savoir de l'endométriose dans l'utérus, mais les tissus endométriales qui devraient être uniquement dans la cavité se localisent dans la paroi même du muscle utérin, donnant ces nodules qui, chaque mois, vont être à l'origine d'un saignement à cet endroit-là, qui en partie va rester stagnant, mais aussi en partie va pouvoir être émis dans la cavité, à l'origine de règles abondantes, de douleurs pendant les règles. Alors là, on a parlé de cette définition dite anatomo-pathologique, c'est-à-dire ce qu'on peut voir en termes de microscope, ce qu'on peut voir aussi lorsqu'on va explorer. Mais aussi l'endométriose, c'est une pathologie qui correspond à des symptômes, des signes. Et toutes ces lésions ne sont pas forcément symptomatiques. Il y a ce qu'on appelle une absence de correspondance ou de corrélation stricte entre ce qui existe au plan anatomique et ce que va ressentir la patiente. Avec des patientes qui ont très peu de lésions, mais avec une présentation ou une souffrance importante, et à l'inverse, des patientes qui ont des lésions qui sont considérées par le médecin comme importantes, mais qui, par ailleurs, pour la patiente elle-même, ne correspond pas
a une symptomatologie, en tout cas une souffrance qui va perturber de façon majeure, comme ça peut être le cas pour certaines autres patientes, qui va pas perturber de façon majeure sa vie au quotidien. Il y a même, pour les lésions dites superficielles, peuvent pour certains médecins ou certains spécialistes de l'endométriose considérés comme un phénomène quasiment physiologique. Et donc, ce qui va déterminer cette définition clinique, c'est des douleurs et ou des saignements anormaux et ou des perturbations de la fertilité, en sachant qu'on peut avoir les trois associés. Alors, en termes de douleur, on aura tout un cortège de symptômes douloureux en partant de la dysménorrhée, c'est-à-dire des règles très douloureuses, qui peuvent être primaires, c'est-à-dire dès l'apparition des premières règles, ou alors secondaires, donc une période de la vie de la patiente où il n'y a pas de douleur et les douleurs apparaissent dans un second temps. Dans cette notion de dysménorrhée primaire, on est très étonné de patients qui viennent consulter après des années de souffrance, tout ça parce qu'on leur a dit que des règles, ça peut être douloureux. Il y a aussi la symptomatologie dite urinaire, des douleurs à la miction, des douleurs pelviennes par de localisation urinaire, ou alors digestives avec des constipations, des douleurs au moment de l'exonération, et aussi des dyspareunies, c'est-à-dire des douleurs au moment des rapports, ce qu'on appelle des douleurs profondes, c'est-à-dire non pas à l'introduction, au début du rapport, mais carrément au fond vaginal. Et donc, ces dyspareunies peuvent aboutir jusqu'à l'impossibilité de rapport sexuel. Il y a les saignements, importants par leur importance, les troubles de la fertilité, de différents mécanismes éthiopathologiques. Alors, on se pose encore la question de l'origine de cette pathologie, de son mécanisme de fonctionnement, d'où les difficultés aussi de thérapeutique médicale, avec pas de forme, en tout cas pas de modèles animaux convaincants, avec plusieurs formes de présentation dites superficielles, infiltrantes, métastatiques, utérines, ovariennes et sur des cicatrices, avec un mécanisme qui est reconnu, c'est celui de reflux des règles, c'est-à-dire les règles refluent par les trompes et vont s'implanter. Cette explication étant la plus ancienne, par les mécanismes de reflux menstruel qui s'implantent, la fréquence des situations d'éclit, c'est-à-dire dans la partie plus basse de l'abdomen, avec tout ce qui va augmenter ces risques de reflux, va augmenter le risque aussi d'endométriose, avec cependant en considérant que ce reflux est quand même quasi physiologique, pratiquement toutes les femmes ont un certain degré de reflux au niveau des trompes, avec la question qui est posée par ces cas d'endométriose qui sont décrits chez des femmes qui n'ont pas d'utérus, dans un syndrome qu'on appelle le syndrome de Rokitansky-Kuster-Hauser, dans lequel ces patientes naissent sans utérus, mais avec des ovaires et des trompes, et dans certains cas, la survenue d'endométriose. Donc, des facteurs associés sont probablement entrent en jeu. Rapidement, donc le reflux, des situations de métaplasie célomique, c'est-à-dire le péritoine qui se transforme en tissu endométrial localement, les reliquats mullériens, à savoir ceux qui, à l'origine des organes génitaux féminins, seraient possiblement à l'origine, les métastases, c'est-à-dire la diffusion de cellules endométriales par voie lymphatique ou vasculaire, les cellules souches, c'est-à-dire les cellules qui sont à l'origine même de ce tissu endométrial qui, sous l'influence de l'environnement, de l'inflammation et peut-être aussi de facteurs génétiques, pourraient favoriser la survenue de l'endométriose. Alors aussi, pour finir, l'endométriose en termes de parcours, en se rappelant que la durée moyenne de diagnostic entre les symptômes et le moment où on pose un diagnostic d'endométriose en France est de 7 années, avec en conséquence de l'errance médicale, de l'absentéisme, des troubles scolaires, des troubles relationnels, voire du fatalisme sur la notion que des règles sont normalement douloureuses.
C'est aussi pour celles dans lesquelles le diagnostic est posé, c'est l'absentéisme à l'école puis au travail, des difficultés d'épanouissement professionnel, personnel et sexuel, des soins médicaux itératifs, avec un coût estimé annuel de cette pathologie autour de 10 milliards par an. Avec donc les douleurs, sur lesquelles je ne reviendrai pas, l'infertilité avec différents mécanismes, soit anatomiques, soit fonctionnels, et les conséquences psychologiques et psychiques sur lesquelles mes orateurs suivants vont vous donner des précisions. Avec un vécu comme trop traumatisant, je vous rapporte très rapidement ces dessins faits par des patientes sur l'endométriose où on parle de barbelés, de torture, d'épines, de courants électriques, de piétinement. C'est un problème, en conclusion, c'est un problème de santé publique, c'est un problème médical où on se pose encore des questions sur comment la physiopathologie de cette pathologie et sur la thérapeutique. C'est un problème humain de pathologie chronique invalidante qui atteint l'individu dans toutes ses dimensions. Et je laisse la parole au prochain intervenant. Je vous remercie. Merci beaucoup, Philippe, pour ce panorama très complet du point de vue médical strict, aussi bien de l'épidémiologie, de la clinique, de la physiopathologie, et puis des enjeux que cela pose en matière clinique de traitement et physiopathologique. Fidèle, bien sûr, aux orientations de la section de médecine psychosomatique, je vais maintenant passer la parole à une autre praticienne, Julie Schultz, qui est psychologue clinicienne, doctorante en psychologie à l'Université Lyon 2 et dont le sujet de thèse porte précisément sur le vécu psychologique de l'endométriose et aussi l'évaluation des soins psychiques pour les femmes qui en souffrent. Julie, c'est à vous pour une dizaine de minutes. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc moi, je vais vous parler de ce que la recherche en psychologie peut nous apprendre sur l'endométriose, sachant qu'il s'agit d'un domaine qui est encore assez peu exploré pour l'instant et en particulier en France. Donc, je vais à la fois m'appuyer sur des études préexistantes, donc vous aurez les références au fur et à mesure sur le diaporama, et puis je m'appuierai également sur la recherche qui est actuellement en cours dans le cadre de ma thèse, en partenariat avec l'association Endométrise qui se trouve sur Écully et avec le docteur Cotte qui est gynécologue spécialiste d'endométriose également sur Écully. Donc, pour commencer, alors ce que les études montrent à propos de l'endométriose, c'est qu'elle est très souvent liée à une souffrance psychologique importante. Elle impacte fortement la qualité de vie, avec des incidences à la fois sur la vie émotionnelle, mais aussi conjugale, sexuelle, familiale, professionnelle, sociale en général. On retrouve également chez ces femmes atteintes d'endométriose un haut taux de stress, une prédisposition à la dépression, à l'anxiété, également à l'isolement social, et enfin aux addictions aux troubles psychiatriques. Alors, dans notre recherche, nous avons utilisé pour approfondir ces résultats une méthode qualitative avec des entretiens puis des tests projectifs qui permettent un accès à la fois plus global et en même temps plus fin au fonctionnement psychologique des patientes. Alors, la première chose, c'est que ces tests et ces entretiens infirment définitivement l'hypothèse historique qui a prévalu jusqu'au XIXe siècle et qui considérait l'endométriose elle-même comme un trouble psychique et qui la décrivait comme une forme d'hystérie. Alors, je rappelle que l'hystérie consiste à exprimer un conflit psychique sur le corps et ce qui amène à développer des symptômes physiques sans qu'il y ait des lésions organiques associées. Voilà, donc ça, c'est infirmé de façon définitive. Par contre, ce que vont montrer ces tests, c'est vraiment l'impact profond et durable de cette maladie chronique sur le fonctionnement psychologique de ces femmes et ainsi la portée traumatique de l'endométriose. Donc pour ces patientes, l'endométriose et ses symptômes vont venir faire effraction. La maladie, avec ses kystes, avec ses lésions, sont perçues, là je vais reprendre les termes d'une patiente, sont perçues comme un corps étranger. Corps étranger qui vient envahir l'espace intime, qui vient blesser, abîmer les organes internes et qui empêche d'investir le sexuel féminin de façon positive, de le lier à des sensations de plaisir. Ce vécu d'effraction, il provoque chez ces femmes des émotions débordantes et particulièrement des angoisses très importantes. Et en premier lieu, l'angoisse d'être envahie, l'angoisse d'être intrusée.
Ce sont des angoisses qui sont si vives qu'elles viennent dépasser les capacités de traitement du psychisme. À cela, on rajoute la douleur, qui vient elle aussi excéder les ressources psychiques, et puis également les actes médicaux, chirurgicaux, parfois le parcours de procréation médicalement assistée, qui redouble alors ce vécu d'effraction et majore les angoisses d'intrusion. Ces angoisses de plus s'accompagnent d'une dégradation de la représentation de soi, de la représentation du corps, qui est accrue dans les situations d'hypofertilité et d'infertilité. Alors, pour comprendre cette portée traumatique de l'endométriose, il faut aussi prendre en compte la dimension sociale de la maladie, c'est-à-dire son aspect tabou. Tabou qui s'explique par le tabou frappant le sang menstruel. C'est un tabou qui est communément partagé dans les différentes cultures, et qui consiste donc à cacher le sang menstruel ou à le considérer avec répulsion. Dans notre société judéo-chrétienne, la particularité est de voir les règles comme une sorte d'extension de la malédiction portant sur l'accouchement et sur la grossesse, qui est prononcée par Dieu contre Ève lors de la chute du Jardin d'Éden, ce qui, dans l'imaginaire social, vient justifier les douleurs dues aux menstruations. Et on peut sans doute expliquer au moins en partie la théorie ancienne de l'endométriose comme trouble psychique par cette stigmatisation du sang menstruel et donc de la maladie. Et en effet, une connotation péjorative pesait déjà sur ces conceptualisations, puisque lorsqu'elle était décrite comme une forme d'hystérie, elle était aussi associée à la nymphomanie. Alors aujourd'hui, le discours officiel a bien entendu changé. Cependant, cette image de l'endométriose et de ses symptômes perdure encore dans les représentations sociales. Et les femmes rencontrées pour notre recherche se sont ainsi entendues dire fréquemment, que ce soit dans leur entourage familial et amical, mais aussi au cours de leur errance médicale, donc là je reprends leurs termes, qu'elles n'avaient rien, que c'était dans leur tête et qu'elles devaient seulement aller voir un psy. C'est en particulier la douleur qui est banalisée, qui est niée, qui est parfois disqualifiée, avec des expressions également très récurrentes dans les entretiens de recherche qu'elles ont beaucoup entendues, telles que « ne fais pas ta chochotte, tu exagères » ou encore le fameux « c'est normal d'avoir mal ». Ainsi, un certain nombre de femmes de notre étude n'ont accédé à un traitement et ou à un diagnostic que lorsqu'elles ont rencontré une difficulté à tomber enceinte et non pas suite aux plaintes douloureuses. Or, les éprouvées, comme les angoisses et également la douleur intense, quand elles viennent déborder les capacités de traitement du psychisme, elles nécessitent d'être partagées avec un autre, d'être entendues et contenues. Et ce n'est qu'à cette condition qu'elles pourront être supportées psychiquement. Mais l'aspect tabou de l'endométriose, cette disqualification qui porte sur les douleurs, ce stigmate du trouble psychique, empêche bien souvent les femmes de trouver cette ressource extérieure, de trouver une personne apte à écouter et à rendre supportable la souffrance physique et psychique. Les entretiens de recherche montrent de façon également extrêmement récurrente une grande détresse liée à un vécu de solitude, à des expériences de rejet, et puis finalement cette souffrance de ne pas avoir été crue et écoutée dans le parcours de l'endométriose. Il est important cependant de souligner qu'il y a malgré tout une très grande diversité dans l'endométriose en termes d'atteinte psychique, qui peut être plus ou moins importante en fonction des patientes. Pour comprendre cette variabilité, alors bien sûr, il faut prendre en compte le degré d'atteinte physique, la sensibilité physiologique et puis d'autres facteurs corporels, comme le sport, l'alimentation. Il faut aussi prendre en compte, on l'a vu, la qualité de la prise en charge relationnelle, mais il est très important également d'avoir en tête qu'il faut aussi prendre en compte les ressources psychiques singulières de chaque femme et l'histoire de vie de chacune. C'est-à-dire qu'on remarque que certaines endométrioses, même très étendues, seront mieux tolérées que d'autres, que ce soit du point de vue du ressenti douloureux et parfois également des émotions et des angoisses, tandis que des endométrioses beaucoup moins étendues suscitent des douleurs physiques et ou des souffrances psychiques très vives. Donc c'est ce que disait tout à l'heure le docteur Cadel, c'est-à-dire qu'on ne constate pas de correspondance anatomo-clinique stricte, pour reprendre les termes plus médicaux. En fait, l'endométriose, elle peut, chez certaines femmes, être vécue comme la répétition d'autres traumatismes, de traumatismes plus anciens. Alors, il peut s'agir de traumatismes sexuels que l'endométriose et parfois les opérations, les actes médicaux également,
viennent raviver, viennent remettre en scène, remettre en fait sur le devant de la scène. Il peut aussi s'agir de problématiques de filiation, de maltraitance infantile, de conflits familiales violents, de vécu d'abandon que l'isolement afférent à l'endométriose donne à revivre. Dans ces cas, le ressenti douloureux et ou la souffrance psychique liée à l'endométriose peuvent être majorés. Parfois, la souffrance endométriosique est même un moyen pour pouvoir exprimer ces souffrances, ces autres souffrances liées à ces autres événements de vie que la patiente ne peut pas affronter directement, tant ils sont douloureux ou inaccessibles. Dans ces cas-là, l'endométriose et ses symptômes acquièrent aussi une fonction au sein de l'équilibre somatopsychique. Et paradoxalement alors, il ne faudrait pas que ces symptômes d'endométriose se lèvent trop vite et sans accompagnement. Et enfin, l'absence de douleur et également parfois de souffrance psychologique dans le cadre d'endométriose parfois étendue peut également interpeller. Dans certains cas, ce sera lié à la qualité de la prise en charge, à la présence contenante, compréhensive de l'entourage et aux ressources psychiques propres de la patiente. Mais dans d'autres cas, il peut aussi s'agir d'un mécanisme puissant de répression des émotions et de l'angoisse qui peut aller jusqu'au déni de la douleur et qui en réalité peut également nécessiter un accompagnement. Donc, voilà. Donc si ces questions vous intéressent, on a écrit un article qui paraîtra en avril et qui aborde ces questions. Et pour finir, voilà, j'évoquerai simplement l'accompagnement des femmes souffrant d'endométriose, qui est parfois compliqué en raison du double mouvement qui saisit ces patientes dans la sphère relationnelle. C'est-à-dire que d'une part, il y a un grand besoin d'être reconnu, d'être écouté, et d'autre part, il y a aussi une crainte forte d'être envahi, d'être réfracté. Et on l'a compris, c'est une difficulté qui est majorée si la patiente a vécu précédemment avec d'autres soignants ou dans son parcours de vie des expériences effractantes et ou un manque d'écoute et de reconnaissance. Cependant, tout accompagnement médical prenant en compte ces aspects psychologiques, c'est-à-dire se montrant suffisamment contenant, apte à accueillir, à valider le ressenti douloureux, à mettre des mots et du sens, surtout, sur les éprouvés physiques et psychiques, pourra être très bénéfique pour ces patientes. Il peut arriver que l'atteinte psychique soit très importante. Parfois, c'est exprimé très clairement par les patientes. Parfois, ça va être un relationnel délicat qui va nous informer sur le fait que l'atteinte psychique soit très importante. On repère qu'il y a des angoisses d'intrusion très vives, que ce besoin de reconnaissance est vraiment accru. Tout dispositif complémentaire contenant pourra être invoqué. De temps en temps, il est délicat d'orienter les patientes vers une psychothérapie, étant donné l'historique de l'endométriose et si la crainte de ne pas être reconnue dans sa maladie est forte. Un dispositif somatopsychique comme la sophrologie sera plus recommandé, au moins dans un premier temps. Concernant les dispositifs psychothérapeutiques, donc nous, au cours de notre recherche, nous avons testé la psychothérapie groupale avec des groupes à médiation photolangage qui permettent à des petits groupes de patientes d'évoquer ensemble, d'élaborer leurs ressentis à partir de photos, ce qui permet donc de profiter de la contenance du groupe, d'apaiser le vécu de solitude. Quant à la psychothérapie individuelle, elle permet également aux patientes de faire des liens entre leur endométriose et leur histoire personnelle et parfois donc, de comprendre cette fonction que peut revêtir l'endométriose dans leur équilibre somatopsychique. Je m'arrête là et du coup, je laisse Valérie qui va développer ce type d'accompagnement psychologique à partir d'un cas clinique. Merci. Merci beaucoup, Julie, pour votre description très claire, heureuse et aussi subtile des intrications somatopsychiques associées à l'endométriose. Je pense que votre présentation va constituer un bon socle pour la présentation clinique de Madame Valérie Aoued. Donc, Valérie est psychologue clinicienne et apto-psychothérapeute à Lyon. Elle travaille à la fois en cabinet libéral à Lyon 1 et elle intervient dans le pôle ressources au Médicentre de la clinique du Val d'Ouest. Elle est membre de l'association Endométrise, dont vous avez déjà parlé, Julie, créée par le docteur Benjamin Cotte. Et donc Valérie accompagne des patientes dans un parcours pluridisciplinaire avec d'autres professionnels associés à cette association Endométrise. Voilà, Valérie, c'est à vous. Merci Jean-Christophe. Je voulais aujourd'hui vous raconter une histoire, l'histoire d'Alexia.
que j'ai rencontré pour la première fois il y a 5 ans et qui m'a été adressée par une collègue IAD au bloc au Val d'Ouest, à la clinique. Collègue qui est également membre de l'association Endométris, chapeautée par le docteur Cotte, gynécologue obstétricien. Alexia a 23 ans, elle travaille en crèche, son conjoint Jérôme est menuisier. C'est une jeune femme très jolie, avec des yeux noisettes et une longue chevelure brune. Elle sort de 4 ans de suivi avec un psychiatre et elle a arrêté son traitement antidépresseur. Cette première séance est un beau désordre de paroles qui reflète le chaos dans lequel elle se trouve depuis de nombreuses années. Elle a découvert son endométriose stade 4 il y a 2 ans, suite à des essais de grossesse et une FIV qui a fait flamber son endométriose, mais à l'époque, elle ne sait pas qu'elle a de l'endométriose. Elle a donc subi 2 opérations à la suite. Une première opération en juillet 2016, une opération de kyste d'endométriose sur les ovaires, autour de l'utérus et des adhérences. Malgré l'opération, la douleur persiste, elle a une pilule en continu, mais son système digestif va mieux. La seconde opération en mai 2017 durant 5 heures pour enlever un nodule recto-vaginal de 7 cm et gratter l'intestin. Là, elle me dit qu'elle pète littéralement un câble et on la met sous Temesta après l'opération. S'ensuit une période de tristesse et de grosse dépression. Elle me dit, le psychiatre dit que mes échecs de grossesse sont de ma faute, car je ne suis pas prête à être maman. Elle précise, le spermogramme de mon conjoint était pourri lors de la première FIV. J'ai eu 9 embryons, dont 5 congelés, qui le sont toujours, 2 transferts et rien n'a tenu, pas de grossesse. Suite à cette FIV, mes règles ont disparu. Le corps a parlé. Son psychiatre parle alors de troubles anxieux généralisés. Elle enchaîne avec la description de son passé et de sa famille. Elle a une petite sœur âgée de 17 ans, une grande de 28. Alexia est la cadette de la fratrie. Sa grande sœur est bipolaire, elle ne la voit plus. Sa petite sœur a fait des TS, elle est très fragile. Son père est bipolaire et alcoolique, sa mère a un lupus, elle est tombée malade quand Alexia avait 13 ans. Le père était gérant d'une usine, travaillait beaucoup. Sa mère a fait 2 mois d'hôpital en chambre stérile et le père a dû démissionner. Les enfants sont restés chez les grands-parents maternels qui ne mettaient aucun cadre. Le père a alors sombré dans une grosse dépression et ruiné, il claquait son argent. Alexia s'est occupée de lui, elle avait à l'époque 13 ans. Elle évoque à cette époque un premier trauma. Un garçon de 15 ans au collège, Yvan, qui la force à avoir des rapports. Elle tombe enceinte, elle a 14 ans. Il m'a dit, si tu me fais un enfant, je reste avec toi. Il était très pervers et racontait tout de notre couple à l'extérieur. S'ensuit un avortement par médicament avec sa mère, dont elle ne s'est jamais remis. Elle évoque alors un second trauma, des attouchements par son grand-père maternel de 13 à 15 ans. Elle raconte, il était amoureux de moi et me le disait, il m'aimait comme sa femme, ma grand-mère, il avait 65 ans. Il me coinçait dans des pièces, me pinçait les seins, me caressait les fesses, avait des regards horribles sur moi. Un jour, elle en parle à sa mère et cette dernière informe la grand-mère qu'ils ne viendront plus, en précisant « Tu sais ce qui s'est passé il y a quelques années ». Ce jour-là, le grand-père la traite de menteuse. La grand-mère répond qu'il avait certainement trop bu. Alexia saura plus tard que le grand-père maternel a aussi abusé de sa mère, de la puberté jusqu'à son départ de la maison. Puis le grand-père décède d'un cancer de la prostate. À la mort de son beau-père, le père d'Alexia annonce qu'il va se faire soigner et part dans un centre de désintoxication. Il n'a plus jamais bu une goutte d'alcool, dit-elle, et ma mère est retournée avec lui. Avant ça, il était bien, puis tout à coup violent. Ma mère a beaucoup ramassé. À la fin de la séance, elle précise qu'elle prend beaucoup de cannabis pour décompresser de la douleur, jusqu'à 5 joints par jour. Son conjoint est aussi addict au cannabis. Il est impulsif et nerveux, et s'il ne fume pas, il casse tout. Elle me dit, on est jeune et isolé. Un enfant, c'est pour construire ensemble. Fin de la première séance. Je m'interroge alors sur cet utérus qui pleure. Quel est donc ce message symbolique délivré par le corps lorsque la muqueuse utérine se propage hors de l'utérus
colonisant les autres organes avoisinants. Quel message ces douleurs véhiculent lors des rapports sexuels, ces douleurs de règles, ces douleurs abdominales et pelviennes générées par l'endométriose. En autonomie, le bas-ventre est le siège des émotions, de la base affective, de notre enfant intérieur et du fond endotime. À cet endroit sont enregistrées nos mémoires tissulaires, nos traumas, nos vécus profonds affectifs de la vie utérine à la vie sur Terre. Cette région pelvienne emplie de douleurs et de tissus utérins en balade, contient-elle un utérus qui pleure en famille, un utérus passoire, plein de trous symboliques non contenants et qui fuit? La femme devenue adulte garde-t-elle en mémoire, dans ce qu'elle a de plus intime, le danger lié à cette crasse qu'on a fait à sa mère? Le système biologique se prémunit-il d'une récidive par l'endométriose, justement? Toutes ces questions nous parlent du nid, qui devrait se constituer in utero, et au contraire va migrer sur d'autres organes, et même hors de l'utérus. Les cellules continuent d'être influencées par les hormones et saignent de manière cyclique. Il est question de cellules actives dans le processus de nidation de l'embryon. Quelle est donc cette problématique liée à la procréation, au fait de faire son nid, de faire le nid du bébé à venir? Le travail thérapeutique ici consiste à devenir le nid pour cette patiente, le giron contenant pour qu'elle puisse exprimer et travailler un à un ses traumas, ses échecs, ses deuils non réalisés, celui de la mère idéale et malade, du père idéal toxique. On traite des fantômes, on sort les cadavres des placards. Elle rêve de l'enfant à venir. Lors de la thérapie, Alexia parle beaucoup à sa mère et apprend que le grand-père maternel a été battu et incesté par sa propre mère. Il était donc victime avant de devenir bourreau. Mais rien n'est pardonnable. Elle me dit, mon père bourré et violent s'est planté un couteau dans le ventre devant moi. Sa mère l'avait rejeté, elle le voyait mourir. Elle avait 13 ans. Elle en veut à sa mère. La mort du grand-père maternel a fait revivre son père. Il avait enfin une place. Chez nous, dit-elle, on ne parle pas de la famille, sinon on la salit. À plusieurs reprises, mon grand-père maternel a tenté de violer ma mère. Elle a gardé le secret pendant des années. Alexia fait des cauchemars, elle voit des esprits, des fantômes, elle prend la fuite, se cache. Sans cesse, tout la rattrape. La boîte de Pandore s'est ouverte. Elle veut vraiment faire le ménage dans ce bordel, me dit-elle, et avoir moins mal. Le début de sa sexualité était un cauchemar, coincé entre Yvan qui la forçait et le grand-père maternel Salas. Elle raconte. Le jour de mon avortement, mon grand-père maternel a failli me violer, et c'est là que j'ai parlé. Je garde en mémoire le souvenir du souffle, des érections, de ma sexualité porno avec Yvan et de l'inceste à 14 ans. Elle est hantée par tout ça. Elle rêve qu'elle massacre Yvan de ses mains et qu'il baigne dans son sang. Son propre désir sexuel la dégoûte. Son conjoint vient la chercher, elle met du temps avant de céder. Petit à petit, au fil de la thérapie, elle se dévoile. L'orgasme revient, la douleur s'apaise. Elle n'en a pratiquement plus. Elle s'interroge. Je m'interdis le désir? Comment se laisser aller? Faire confiance quand on était attouché, intrusé, violé? Il ne doit pas me regarder prendre du plaisir. Comment se laisser aller quand la douleur est au bout? Elle parle de son IVG, le souvenir de l'enveloppe du labo à 6 mois de grossesse qui revient. Sa mère qui lui dit « Un jour tu l'ouvriras et tu seras heureuse ». Puis les médicaments et la perte dans les WC de la grand-mère. « J'ai tué mon bébé », me dit-elle. Parfois j'ai hurlé « Rendez-moi mon bébé ». Au bout de 3 mois de thérapie, Alexia arrive à la séance et me dit en pleurant « J'ai une semaine de retard de règles et tous les symptômes de grossesse. C'est incroyable si je suis enceinte. » Elle n'ose y croire. Elle a peur. « Je crois que l'IVG est sorti, dit-elle. Je parle avec ma mère. Tout a changé en moi et la douleur va mieux. » Un test de grossesse va confirmer son intuition. En juin, Alexia est enceinte de 6 semaines. Elle a entendu le cœur du bébé à l'échographie, ça l'a beaucoup angoissée. Le 14 mai, la conception, le 14 février, la naissance. Le 14 est son chiffre porte-bonheur. Un bébé naturel, ça change la vie. Elle s'habille en couleur. C'est la première fois qu'elle tombe enceinte en 4 ans. Ses cauchemars ont changé. Elle est dans une pièce avec des murs en moellon. Elle touche ces murs et ils s'écroulent. Elle vomit de la poudre de béton. Elle est en colère contre la PMA. On est des utérus, c'est tout.
Le forçage de la nature, c'était pas bon pour moi. J'ai eu besoin de couper avec tout ça et avec mon endométriose. Elle n'a plus de douleur, plus d'inflammation. La grossesse est une parenthèse enchantée pour les patientes. Elle précise, d'habitude ça brûle, ce sont des coups de poignard dans le ventre. Mon utérus était un trou noir et maudit. À 2 mois de grossesse, elle est fatiguée et stressée. Elle a peur de perdre le bébé, peur que ça merde un peu, dit-elle. On ne maîtrise rien, la transformation du corps est bizarre. Elle construit alors une maison avec son conjoint. Elle veut devenir assistante maternelle. Elle veut travailler dans son nid, le nid bien fini. Elle veut profiter de son bébé. Cette maison, c'est le bébé de son mari, ils l'ont acheté et ont tout refait. Elle était inhabitée depuis 13 ans. 13 ans, c'est l'âge de l'IVG, de l'inceste et du viol, de l'endométriose. Elle a alors 26 ans. Elle fait encore des cauchemars, des hommes cagoulés qui kidnappent des femmes, des flammes dans leurs yeux. Un homme entre dans une voiture, attrape une fille et la tue. Moi, je suis cachée par terre et il ne me trouve pas, dit-elle. Je ne reverrai pas Alexia durant 2 ans. Elle revient consulter aux 2 ans de sa fille pour un nouveau désir d'enfant. Elle débute un sevrage d'allaitement, me décrit une grossesse, dépression du postpartum. Durant quelques mois, elle n'est pas revenue consulter. Elle s'est débrouillée avec ses pleurs et sa culpabilité. Son conjoint a eu du mal à investir l'enfant. Elle avait un fantasme permanent qu'on lui prenait son bébé alors qu'il était à côté. Je suis en fusion avec mon bébé, dit-elle. Nous travaillons sur le détachement sécurisant qui doit apaiser le lien. Le sevrage, la fin de l'amour. Sa fille va-t-elle encore l'aimer, la rejeter? Son endométriose récidive, c'est le retour des douleurs, avec la découverte d'un gros foyer au diaphragme, dans le vagin et l'ovaire gauche collé derrière l'utérus. Les régions déjà opérées sont atteintes. C'est soit la FIV, soit rien. Elle s'insurge. Elle ne veut pas. Elle a pourtant 5 embryons congelés. J'enfante dans la maladie, dit-elle. Je m'interroge. S'interdit-elle le 2e enfant? A-t-elle peur de la réaction de sa fille? Elle reparle d'Ivan. Il faisait des viols conjugaux, me tenait les poignets, me traînait nue à la douche, me pissait sur les pieds, me traitait comme une chienne. Elle a perdu le bébé et Ivan l'a violée le soir même. Elle parle de détails dont elle n'a jamais parlé dans sa précédente thérapie. Elle repousse encore et toujours son conjoint dans la sexualité. Nous faisons ensemble le lien entre PMA et intrusion sexuelle. Les aiguilles, les rapports obligatoires à date fixe, les échographies vaginales, les prélèvements, la perte de contrôle, soumission, humiliation, insémination non naturelle, pénétration obligatoire. Au fil des séances, elle décrit dans son ventre un dénouement, une libération. Un nœud s'est libéré aux intestins, dit-elle. Quelque chose est parti. Je le sens dedans. Avant, ça bouillonnait. Maintenant, c'est une rivière tranquille. Je la questionne. Le plaisir dans la sexualité est-il sale? Le plaisir dans la vie aussi? Elle est en panne sur la question du plaisir, tout domaine confondu. Elle mélange tout, plaisir et plaisir interdit. Mais la thérapie lui ouvre les yeux. La médecine lui laisse alors 3 mois pour un bébé naturel. Elle refume du cannabis. Elle est très angoissée. 6 mois plus tard, en juillet, elle se fait opérer de son endométriose de nouveau car elle ne tient plus. L'opération est suivie de douleurs intenses. Elle rentre chez elle très en colère. On n'a pas suffisamment géré ma douleur. La clinique endosse alors le rôle du mauvais nid. En octobre, elle revient en séance, le sourire aux lèvres. Elle est de nouveau enceinte, de 9 semaines, une grossesse naturelle à nouveau. Mais la première échographie s'est mal passée. La gynéco a cassé notre délire en nous disant qu'il faut se calmer, ça n'est pas gagné. La gynécologue endosse le rôle de la mauvaise mère. Je n'ai pas revu Alexia depuis, mais ma collègue sage-femme Apto, au Val d'Ouest, accompagne la grossesse et le couple, et tout va bien pour le moment. En conclusion, je dirais qu'il ne faut jamais sous-estimer la puissance du féminin sacré quand il est confronté aux interdits inconscients familiaux, à la douleur du corps qui parle et qui crie la trace des traumas successifs. Quand il est confronté aussi à cet utérus qui pleure en famille, cet utérus qui éparpille dans le corps des fragments de perte menstruelle, comme autant de gouttes de souffrance qui s'échappent du nid. Alexia, lors de son parcours, n'a jamais abandonné son rêve d'une grossesse naturelle et 2 fois de suite, malgré toutes ces difficultés et les interdits médicaux, elle a finalement eu raison. Elle a bien senti les choses et ce que son corps était capable de créer.
Nous avons sorti ensemble tous les cadavres des placards, travaillé la douleur, travaillé sans relâche les rêves et les poussées d'endométriose dans la douleur du souvenir. Apaisé l'ici et maintenant de son état douloureux et contenu ensemble dans cet accompagnement sécurisant tous les fantômes enclavés dans son corps et dans son giron abîmé. Reviendra-t-elle à nouveau se poser dans le lit thérapeutique pour soulager sa douleur qui ne manquera certainement pas de revenir? Je serai présente pour elle ce jour-là, je connais son histoire, et elle sait qu'elle peut venir se poser dans mon lieu pour que la rencontre de nos psychés apaise sa douleur et lui donne des ailes pour mieux s'envoler. Merci Valérie pour cette présentation qui illustre bien comment, de façon générale, une pathologie comme l'endométriose peut s'intriquer dans une histoire extrêmement singulière et acquérir une symbolique qui va au-delà de ce qu'on peut lui attribuer de façon générale. Merci pour cette présentation. Et je vais maintenant passer la parole à notre dernière intervenante, à Delphine Huillery, qui est médecin, algologue, spécialisée dans les douleurs gynécologiques, cofondatrice et membre de réseau de soins spécialisés dans le domaine de l'endométriose et par ailleurs co-autrice de 2 livres sur le sujet aux éditions Masson et Odile Jacob. Delphine, c'est à vous pour une vingtaine de minutes. Merci beaucoup, Cédric. Donc, j'ai bien compris qu'il fallait même que j'essaye de faire sur du 18 minutes et 32 secondes. Alors, peut-être que j'aurais pu résumer finalement mon topo avec mon ancêtre, Hildegard Günz, dont les techniques de l'époque étaient assez radicales, mais je vais essayer d'être plus fine dans ce topo qui va, j'espère aussi, allier finalement le corps et l'esprit, puisque la douleur, vous l'aurez compris depuis le début de ce webinaire, c'est en effet une alliance corps-esprit qui peut s'emballer avec le temps. Je reviendrai sur 2-3 chiffres qui vous ont déjà été donnés un petit peu tout à l'heure grâce à Philippe, de vous dire, mais je voulais les retracer notamment au travers d'une étude et d'une cohorte que je trouve très intéressante, qui est la cohorte Constance, qui interroge donc des femmes volontaires et en voici donc quelques chiffres sur le plan gynécologique. Les douleurs en général diminuent avec l'âge. En gynécologie, les dysménorrhées sont toujours plus importantes chez la jeune femme que chez la femme plus mûre. C'est la même chose pour les dyspareunies, les douleurs au rapport sexuel. Les douleurs pelviennes chroniques, elles aussi, sont souvent plus importantes chez l'adolescente que chez la femme plus mûre, et en particulier en endométriose. Et on voit au travers de cette étude que il y avait seulement 1/3 des femmes qui ne se plaignaient d'aucune plainte gynécologique. Et si on rapporte ça à la population générale en nombre, écoutez, on peut quand même se rendre compte que 7 millions de Françaises se plaignent de douleurs au moment des règles et de douleurs importantes, que 5 millions se plaignent de douleurs au rapport sexuel et que nous estimons à 2,5 millions le nombre de femmes aux douleurs pelviennes chroniques. Alors, quelle est cette problématique? Alors qu'en endométriose, bien souvent, on a, et on l'a déjà dit, cette dissociation entre l'importance des lésions et l'importance de la plainte. Nous pouvons retrouver avec nos examens radiologiques parfois des lésions, mais qui peuvent être minimes. Parfois, on n'en retrouve pas du tout. Je vous rappellerai que l'invisible n'est pas forcément inexistant et que pour autant cette disproportion, puisque on nous a appris, nous, la médecine, nous médecins, avec des preuves radiologiques, amène souvent à ne pas toujours croire les patientes qui peuvent se plaindre de douleurs en endométriose. Et puis, quand il s'agit en plus d'une disproportion entre lésions et plaintes, mais qu'il s'agit de douleurs féminines, et a fortiori au moment des règles qui sont finalement des douleurs naturelles, eh bien, on a vite fait de faire un raccourci qui serait, et nous l'avons dit tout à l'heure, est-ce que la douleur féminine n'est-elle qu'hystérie? J'espère aussi vous démontrer du contraire. Alors, vous ne le trouverez pas en librairie, ne le cherchez pas, même s'il pourrait être intéressant. Rappel des mécanismes douloureux dans l'endométriose. Contre toute attente, le mécanisme douloureux dans l'endométriose, ça n'est pas l'inflammation. Certes, la maladie est à bas bruit inflammatoire, mais cette inflammation-là va entraîner une irritation, va même léser la membrane d'un certain nombre de terminaisons nerveuses, là où est située la maladie.
L'inflammation n'existe que pendant les règles. Pendant les règles, pendant des saignements, nous avons un pic inflammatoire qui justifie parfaitement à ce moment-là la mise en place de traitements par anti-inflammatoires ou morphine en tout genre, alors qu'en dehors de cette période de règles, les anti-inflammatoires, les morphines en tout genre n'ont aucune action sur les douleurs concernées, qui sont donc des douleurs névralgiques. Ce sont des terminaisons nerveuses qui sont abîmées et qui vont entraîner des descriptions typiques, coups de poignard, coups de couteau, décharge électrique. Ce sont typiquement des expressions de douleurs neuropathiques, avec aussi des douleurs qui vont dans le dos, qui vont dans les jambes. En fait, c'est le trajet du nerf, exactement comme dans une sciatique, où la cause de la sciatique est dans le dos, mais on peut avoir mal aux gros orteils. Nous sommes dans le même cadre. Là où est située l'endométriose, les nerfs sont irrités. Il y a donc une douleur neuropathique dont la clinique va être essentiellement ces décharges électriques, ces coups de poignard, voire ces étaux. Inflammation que pendant les règles. Et puis, en parallèle de ça, nous avons un système nerveux dit autonome qui innerve 80% à peu près de nos organes gynéco. Ce système autonome, pour faire très court, c'est celui qui est indépendant de notre conscience. Et puis, ce système autonome, il a deux éléments. Il a un système sympathique, un système parasympathique. Et quand il y a douleur, le système sympathique s'emballe et augmente l'information douloureuse. Et le système dit parasympathique anti-inflammatoire, lui, rame un tout petit peu, mais on verra à la fin du topo qu'on peut parfois l'activer. Il y a un deuxième phénomène qui est fondamental, c'est que quand un nerf est irrité là où est située la maladie, l'endométriose, eh bien, le tissu concerné va s'arrêter de bouger. Imaginons que cette endométriose soit sur le ligament utérosacré. C'est en premier lieu le nerf qui passe dans ce ligament qui est abîmé et qui s'exprime. Et le deuxième temps, c'est que ce ligament va s'arrêter de bouger. Le fait qu'un tissu élastique, muscle, tendon, ligament s'arrête de bouger, il va se rétracter, devenir une crampe en quelque sorte, et donc devenir douloureux. Moins ça bouge, plus ça fait mal. C'est aussi ce qui va expliquer qu'il y a deux cercles vicieux. Le premier, c'est qu'une névralgie, vous l'aurez compris, du moins j'espère, va entraîner cette perte de mobilité de facto douloureuse, mais figurez-vous que cette perte de mobilité va entraîner en quelque sorte un coinçage du nerf, va entraîner une augmentation de l'expression de ces terminaisons nerveuses abîmées. Et puis, il y a un deuxième cercle vicieux fondamental au niveau du corps, c'est que ces tissus sont en quelque sorte en lien les uns avec les autres et que nous allons avoir avec le temps un effet domino d'arrêt de mobilité de proche en proche. C'est ce qui va expliquer des douleurs qui vont aller de nouveaux organes en nouveaux organes. On commence par le ligament utérosacré avec des coups de poignard en profondeur et puis quelques temps plus tard, eh bien, on peut avoir des douleurs au rapport sexuel. Eh bien, elles sont souvent liées ou à des lésions intra-utérine, mais aussi au fait que l'utérus s'arrête de bouger, qui va entraîner des douleurs souvent en fond utérin. Et puis avec le temps, le vagin s'arrête de bouger, douleur à la pénétration. Puis avec le temps, la vessie s'arrête de bouger. Alors, on a des douleurs à la miction. On pisse 15 fois dans la journée et progressivement, pouvant aller jusqu'à avoir des difficultés à extraire des urines. Et puis, on a des troubles fonctionnels intestinaux parce que le tube digestif ne bouge pas. Et puis, ce ligament utérosacré qui et lui aussi accroché à la colonne vertébrale derrière, va entraîner une symptomatologie potentiellement rachidienne qui va expliquer des sciatiques supplémentaires. Entre l'arrière, le dos et le ventre, comme il se succèdent des organes, vessie, utérus, vagin, tube digestif autour de l'utérus et mon ligament utérosacré qui va de l'utérus au sacrum, on comprend qu'on peut avoir un effet domino d'arrêt de mobilité. Ça s'appelle des douleurs dysfonctionnelles. Ce que l'on appelle aussi les, bon, j'ai un trou de mémoire, mais les adhérences, voilà, j'ai retrouvé les adhérences, mais ce sont ce phénomène-là, c'est cet arrêt de mobilité qui existe. Et donc, nous allons avoir un nombre de symptômes qui vont devenir douloureux de proche en proche. Enfin, troisième élément à mon triptyque douleur, eh bien, c'est le cerveau. La douleur n'est pas dans la tête. Le cerveau n'invente pas la douleur, mais il module. Une information va bien lui arriver. Cette information, elle part bien de l'endroit où il existe une lésion, même si on ne l'a pas retrouvée aux examens habituels. Cette information va remonter jusqu'au cerveau et au niveau du cerveau, nous allons avoir ce qu'on appelle une intégration de cette information et des réponses. Et parfois, ces réponses, elles vont être augmentées. Et on va avoir un cercle vicieux parce que plus
la douleur augmente, plus notre cerveau va lui-même être dans de plus en plus l'incapacité de pouvoir gérer cette information. Il faut comprendre que dans ce cerveau, on a des zones de contrôle que je vais vous montrer dans quelques instants et des zones qui amplifient le message douloureux. Et à la fois, quand on est de plus en plus anxieux par la douleur, on va augmenter la symptomatologie. La douleur augmente l'information au niveau du cerveau. Le cerveau augmente cette propre information et va faire que nous avons encore plus mal et va faire ce cercle vicieux infernal entre corps et esprit qui s'entretient au cours du temps si l'on ne fait rien. Alors pour faire, ah ben tiens, je pensais avoir ah oui, c'est après que je vais pouvoir vous parler du cerveau. Maintenant, on va parler de ces approches thérapeutiques au travers de ce triptyque. Ces 3 éléments fondamentaux, nerfs irrités, juste inflammation pendant les règles, perte de mobilité du corps, les 2 s'entretenant, et moulinage, si je puis dire, du cerveau, vont nous amener à prendre en charge la douleur en endométriose sur l'ensemble de ces 3 éléments de ce triptyque. Premier élément, les mécanismes physiologiques, les lésions. Donc, nous allons éviter au maximum les anti-inflammatoires et les morphines, excepté juste au moment des règles, où le phénomène inflammatoire peut être tout à fait sensible, bien sûr aux anti-inflammatoires, mais aussi à certains des opioïdes. Les plus connus, la lamaline, le tramadol, et puis vous en avez bien d'autres, la codéine bien sûr, que vous connaissez. On va privilégier pour les douleurs chroniques, qu'elles soient d'ordre de douleur au rapport sexuel, qu'elles soient d'ordre de douleur quotidienne, des médicaments très spécifiques qui vont être là pour être des équivalents de pansements sur les terminaisons nerveuses abîmées afin que ces terminaisons nerveuses reprennent leur cicatrisation. Car oui, les nerfs ont une vocation spontanée à essayer de cicatriser tout seul, un peu comme la peau. Et donc, nous allons pouvoir mettre en place des traitements qui vont leur permettre d'être des pansements pour leur permettre de recicatriser. Ces traitements sont de 2 ordres, les antiépileptiques ou certains antidépresseurs à visée antalgique. Attention, tous les antidépresseurs ne sont pas des antidouleurs. Seuls quelques-uns le sont pour des raisons pharmacologiques. Un bon traitement de la douleur, c'est celui que l'on va supporter, qui n'aura pas d'effet indésirable et qui aura un max d'effet. Ça, c'est une des difficultés, c'est de trouver le bon pour chacune des patientes. Et puis de trouver le bon dosage. Ça, souvent, c'est l'autonomisation des patientes. Au cours des consultations que je peux faire, bien sûr que je leur réexplique comment augmenter le traitement de façon à pouvoir avoir eh bien, des effets. Petit à petit, on peut augmenter ce traitement tant qu'on n'a pas d'effet indésirable et qu'on a encore une douleur, on peut progressivement augmenter le traitement. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de dépendance, pas d'accoutumance, pas de tolérance à ces médications. Une fois qu'on trouve le bon dosage, on le maintient quelques temps, puis on le rediminue pour pouvoir l'arrêter. Il n'y a aucun souci là-dessus. Deuxième prise en charge, mais juste avant, pour vous expliquer un petit peu l'impact des anti-inflammatoires et des morphiniques, sachez que les études d'abord sont assez contradictoires sur les douleurs de règles, notamment sur l'efficacité des anti-inflammatoires. Mais par expérience, on peut et je peux vous dire que les anti-inflammatoires sont quand même assez intéressants. Je fais une parenthèse, l'ibuprofène n'est pas forcément un vrai anti-inflammatoire. Il ne devient anti-inflammatoire qu'à partir du 3e comprimé par jour. Donc, c'est plutôt un antidouleur qu'un vrai anti-inflammatoire. Parenthèse faite, sachez que les patientes en endométriose, et ça, c'est une notion qui est quand même très importante à avoir en tête, ont 2,7 fois plus de risque de dépendance aux opioïdes, c'est-à-dire aux morphiniques, et 4 fois plus, elles sont exposées à des risques d'overdose. Donc, on évitera, en particulier dans la douleur chronique, l'approche anti-inflammatoire et morphine. Je pense que j'ai bien enfoncé le clou et que j'espère que ça sera compris par tout le monde. Là, j'ai fait un petit tableau récapitulatif que je ne vais pas décrire puisque nous n'en avons pas le temps. Mais juste pour vous dire que nous avons des traitements de fond sur les douleurs chroniques, anti-épileptiques, antidépresseurs à visée antalgique et des douleurs de crise. Alors, sur les douleurs névralgiques, on n'est pas très bon. Sur les douleurs, quand il y a règles, anti-inflammatoires, je vous l'ai dit. Sur les douleurs, quand il n'y a pas de règles et que ce sont des douleurs chroniques névralgiques, c'est sans doute l'acupan qui est le meilleur. L'acupan, ça n'est pas de la morphine. L'acupan, c'est le seul que nous ayons préposé aux douleurs névralgiques en crise. D'ailleurs, il fonctionne exactement comme mes antidépresseurs à visée antalgique. Les traitements de fond antiépileptiques et antidépresseurs à visée antalgique ne sont pas contre-indiqués en cadre de grossesse et au cours de la PMA.
Deuxième élément à mon triptyque, prise en charge, et maintenant non médicamenteuse, prise en charge de la perte de mobilité des tissus. Eh bien, nous avons plusieurs approches. L'ostéopathie sous la forme de fasciathérapie, la mésothérapie qui est à base de petites piqûres et qui va relancer la dynamique des tissus complètement bloqués, la rééducation périnéale qui me semble être fondamentale, et puis après, nous avons l'acupuncture et tout ça. Ce qu'il faut savoir, en gros, c'est que l'ostéo ou la mésothérapie sont là pour déverrouiller un bassin totalement verrouillé et que la rééducation est plutôt là pour renforcer musculairement et que ces muscles puissent protéger à leur tour les terminaisons nerveuses. Et autour de cette mobilité des tissus, bien sûr, nous n'oublierons pas le fameux sport. J'ai pu voir une question tout à l'heure qui disait, mais alors on ne fait pas de yoga, on ne fait pas de gym, mais si on fait de la gym et du yoga. Quand on parle de sport, on ne se remet pas, surtout quand on n'est pas sportive à la base, tout d'un coup aller s'entraîner pour faire un marathon, parce que ça ne va jamais marcher. Ce qu'il faut faire, c'est éventuellement une petite activité à la maison de 10 minutes par jour. Le tout, c'est que ça bouge. Vous pouvez être aidé par l'ostéopathe que vous verrez, par le rééducateur pour lui demander des exercices un peu spécifiques de renforcement musculaire de votre bassin, mais ça peut être 5-10 minutes par jour. Et puis, si vous êtes à vouloir essayer de vous mettre à certains sports, c'est vrai que les meilleurs, c'est sans doute le yoga, qui n'est pas si simple que ça. Nous avons le pilate qui est assez adapté au bassin dans le cadre de l'endométriose. Le tout, c'est de ne pas faire des exercices qui soient trop douloureux au départ. De 2 chevaux, on ne devient pas cardiaque. Mais par contre, en mettant en place dès le départ une petite activité quotidienne qui est adaptée à vous, eh bien progressivement, on peut augmenter cette capacité-là et être de plus en plus renforcé au niveau du bassin. Enfin, quelle prise en charge au niveau de notre cerveau pour amplifier les zones de contrôle de la douleur et réduire les zones qui amplifient le message, il faut que je vous fasse un tout petit rappel sur le cerveau. Alors, à une époque, dans les années 70, une des grandes théories de prendre en charge la douleur, puisque l'information douloureuse était conduite par un système nerveux qui allait jusqu'au cerveau, c'était de se dire, tiens, on va couper le système nerveux, voire on va couper la zone qui réceptionne l'information à la douleur. Autant vous dire que ça a été un flop infernal et qu'on a créé des nouvelles douleurs, celle de couper les nerfs. Et puis, donc, ça a été, à cette grande époque, on disait souvent no brain, no pain. Hein. Bon, c'est une chose donc, qui est totalement fausse. Et oserais-je vous dire que même les cons ont des douleurs, donc ça ne sert à rien d'enlever le cerveau. Comment ça fonctionne un cerveau? J'ai mon ordinateur qui bug. Voilà. Notre cerveau vu de profil, vous voyez le devant, vous voyez le derrière. Et nous avons, en gros, pour faire court, au niveau de notre cerveau, le lobe pariétal, devant le lobe frontal, le lobe temporal, le lobe occipital et au très profond de notre cerveau, le système limbique. Figurez-vous que le système de la douleur, quand on fait une IRM fonctionnelle à un patient qui a des douleurs, eh bien, il va être réceptionné à cet endroit-là. Quand nous activons le lobe frontal, ce lobe frontal va venir, et on le voit par IRM fonctionnel, venir inhiber la zone qui réceptionne l'information à la douleur. Donc, quand le lobe frontal est activé, il vient inhiber, réduire l'hyperactivité de la zone qui réceptionne l'information à la douleur. Même topo avec le lobe occipital. Quand ce lobe occipital est activé, nous réduisons cette zone d'information à la douleur. Enfin, le système limbique, quand il est activé, eh bien lui augmente le système de la douleur. Mais quand est-ce que ces lobes sont activés? Le lobe frontal devant, il est activé dès que nous avons une action intellectuelle, dite cognitive, de mémorisation, d'apprentissage. Bref, un exemple clair, c'est le détournement de l'attention. Quand on regarde un film intéressant, on a moins mal, c'est pas parce que la douleur est psy, c'est parce que nous activons une zone de contrôle. La zone occipitale, elle est activée, notamment quand on a des images agréables, quand on a des sons agréables, la musicothérapie, des images, des films agréables, tout ça va activer le lobe occipital qui va venir réduire l'information du lobe de la douleur. Enfin, le système limbique, c'est celui qui va gérer nos émotions négatives, la peur, l'appréhension, la dépression, l'anxiété, le stress, en résumé. Quand ce lobe-là est activé parce qu'on a un stress, eh bien lui, au contraire, il vient augmenter l'activité électrique du lobe de la douleur. Eh bien, vous voyez où peuvent agir des différentes approches au niveau de notre cerveau. La méditation va hyperactiver le lobe frontal. Si on fait 10 minutes par jour, on va réapprendre à notre cerveau à être plus efficace sur le plan de ce lobe frontal et donc à être plus efficace et à réduire l'activité de la zone de la douleur, de la matrice douleur. La psychothérapie, la sophrologie vont
énormément inhiber le système limbique. L'hypnothérapie va, lui, activer le lobe occipital. Eh bien, vous voyez le résumé de nos approches thérapeutiques. Quelques médicaments pour l'aspect physiopathologique névralgique, voire inflammatoire quand ça saigne, des techniques non médicamenteuses corporelles et des techniques non médicamenteuses au niveau cérébral. Enfin, le TENS, parce qu'on nous en parle beaucoup, c'est un petit appareil qui peut avoir un effet sur les douleurs névralgiques, mais aussi de relance de la dynamique musculaire. Pour terminer, je voudrais donner mon avis en tant que médecin de la douleur sur les hormones. Et notamment, peut-être qu'il y a des gynécos qui nous écoutent. Les hormones, elles ont un rôle modulateur sur l'information douloureuse qui va du corps au cerveau et sur l'intégration de cette information douloureuse. Toutes les études sont d'accord pour dire que la prévalence de la douleur féminine est plus importante que la prévalence de la douleur masculine, que le seuil de douleur expérimentale, mais aussi le seuil de tolérance est plus bas chez la femme est plus important chez la femme que chez l'homme. Et tout ça, c'est lié à nos hormones. En gros, la progestérone va protéger le système de la douleur, alors que les estrogènes et la testostérone, oui, je dis bien, va protéger le système de la douleur, alors que les œstrogènes, la progestérone vont augmenter ce système, y compris au niveau de l'intégration cérébrale. La femme ne répond pas de la même manière à une information douloureuse que l'homme. Et ceci engendre aussi des mémorisations de la douleur. Je vais faire ma conclusion, j'en ai pour 2 minutes. 1. La douleur n'est jamais dans la tête, même si la tête a une action sur les douleurs modulatrices. 2. On évite les anti-inflammatoires et les opioïdes, sauf pendant éventuellement les cycles menstruels. 3. La pilule n'a jamais été un antalgique et il est possible parfois sous pilule d'avoir des douleurs parce que ce système hormonal peut avoir un effet délétère. Trop ou pas assez d'œstrogène, trop ou pas assez de progestérone peut provoquer des douleurs. Enfin, l'homme douloureux est aussi une femme. Et oui, est-ce que l'endométriose serait un sexiste symbole? Femmes et hommes, je vous l'ai dit, biologiquement, nous ne sommes pas pareils. Mais la problématique, c'est la considération que l'on a entre l'expression d'une douleur féminine ou masculine, l'échelle de valeur que l'on met, la femme chochotte, l'homme héroïque, et c'est là-dessus que nous devons travailler, c'est sur cette interprétation générale d'une douleur féminine ou d'une douleur masculine. Pour terminer, et contre toute attente, le degré de la civilisation d'une société se mesure d'abord à la place qui occupe les femmes. Mais qui a dit ça? Qui a dit ça? Jacques Chirac, autour du discours de la laïcité. Merci pour votre attention studieuse. Merci beaucoup Delphine pour cette dernière intervention menée tambour battant. Pour le moins. Absolument. Et très riche, notamment, je pense, et ça sera souligné certainement par les questions, en matière d'exposition des cercles vicieux, mais de leur potentialité à devenir des cercles vertueux en matière de traitement. Nous avons maintenant une bonne dizaine de minutes pour les questions et les réponses. Alors Delphine, vous avez déjà répondu à la première question qui était posée sur le chat en matière d'évitement de l'activité physique de façon générale. Il y avait une question peut-être plus spécifique liée au rôle iatrogène potentiel des explorations, peut-être une question pour Philippe sur le rôle iatrogène potentiel des hystérographies. Je ne sais pas si... Voilà, parfait. Oui, comme vous l'avez sûrement compris, cette question de l'endométriose et comment se met en place l'endométriose est complexe. Il y a, je répète, ce qui est reconnu, authentifié, à savoir le reflux menstruel, qui est probablement un phénomène ubiquitaire, probablement que toutes les femmes qui ont les règles ont un degré de reflux de sang menstruel. Alors, là-dessus, il y a probablement des phénomènes associés qui sont probablement multiples et qui ne sont pas, on va dire, communs pour chaque patiente. On parle de l'endométriose, mais je pense que l'endométriose, c'est un grand sac dans lequel il y a plusieurs pathologies, on devrait parler des endométrioses et mettre au pluriel. Probablement qu'il y a chez certaines femmes une endométriose ou des signes d'endométriose qui sont survenus, qui peuvent survenir après un geste tel qu'une hystéroscopie, une hysterographie, donc il va pouvoir éventuellement faire passer du tissu endométrial cavitaire à l'extérieur.
mais je ne pense pas que ce soit un mécanisme qui soit à l'origine de toutes les endométrioses que l'on rencontre. Et comme je vous l'ai expliqué, on trouve même de l'endométriose chez des patientes qui n'ont pas d'utérus. Donc voilà, donc je répondrais oui, probablement, mais de faire tout reposer l'endométriose sur les examens, c'est peut-être un petit peu exagéré. Alors, c'est vrai aussi qu'on retrouve des endométrioses aussi après, localement, au niveau de cicatrices d'épisiotomie, de cicatrices de césarienne, sur des cols après une conisation. On va retrouver tout ce cortège de localisation, mais qui reste, à mon avis, en marge du grand groupe, du grand sac dans lequel on peut mettre ces atteintes endométriales. Donc vraiment, restons sur la notion des endométrioses et pour peut-être finalement arriver à une identification un peu comme on le fait pour la pathologie cancéreuse, c'est-à-dire d'avoir quelque chose qui soit du sur-mesure. Chaque patiente doit avoir probablement son parcours d'endométriose, l'origine de son endométriose et, in fine, sa prise en charge. Merci Philippe. Peut-être une question s'intéressant plus à la dimension psychiatrique ou psychologique sur la question du traumatisme, du psychotraumatisme et la fréquence, la prévalence des antécédents de traumatisme sexuel, d'abus sexuels, peut-être pour nos collègues psychologues. Julie, tu commences? Ouais, alors dans les études, on n'a pas encore quelque chose de fiable pour répondre à cette question. Dans la recherche que nous menons actuellement, donc avec le docteur Cotte, qui n'est pas encore terminée, puis qui est une recherche qualitative, donc on n'est pas sur un très grand nombre de participantes. On a à peu près entre un quart et un tiers des patientes qui rapportent des épisodes d'agression sexuelle ou de climat incestuel parfois au niveau familial. Voilà. Mais disons que c'est quand même quelque chose qu'on retrouve de façon assez fréquente, mais on ne peut pas non plus généraliser à l'ensemble des patients qui ont une endométriose. Moi, je dirais que en 4 ans, j'ai découvert avec les patientes atteintes d'endométriose tout un cortège de traumas afférents. C'est pour ça que j'ai commencé à parler d'utérus qui pleure, parce que je me suis dit, mais c'est pas possible, il y a quand même des choses qui sont liées. D'ailleurs, lors de la présentation dans les groupes d'endométrise, quand on reçoit les patientes, je me présente en leur disant que pour moi, l'endométriose, c'est un utérus qui pleure. J'ai très souvent des patientes qui viennent me voir à la fin et me disent ça a vraiment résonné en moi, ça me parle beaucoup. Moi, je ne pourrais pas, en 4 ans d'accompagnement de patientes, je ne peux pas donner de chiffres, mais j'ai envie de dire que 1 sur 2, à peu près, globalement, il y a des histoires d'antécédents de traumas sexuels, d'antécédents d'inceste, d'antécédents de bébés morts dans la famille, beaucoup. Il y a beaucoup d'histoires périnatales traumatiques, des femmes mortes en couche, des bébés perdus, avec beaucoup de choses non digérées et voilà, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je travaille vraiment beaucoup l'histoire des patientes, le transgénérationnel, l'histoire actuelle, un peu comme un triptyque. On travaille la douleur actuelle et comment s'en sortir. On travaille les douleurs passées, le transgénérationnel et qu'est-ce qu'il y a dans l'histoire de la patiente. Surtout, on apprend à mettre du sens parce que moi, je trouve que cette maladie, elle est terrible. Se retrouver avec de l'endométriose, des douleurs massives 1 fois par mois et et le reste du temps d'ailleurs, et ne jamais pouvoir mettre de sens à tout ça, à quoi c'est relié, moi je trouve ça encore plus tragique. Donc voilà, notre job à nous les psys, je pense, c'est vraiment de mettre du sens sur cette maladie. Mais effectivement, moi j'ai découvert avec l'endométriose tout un cortège de maladies. C'est d'ailleurs pour ça que Julie travaille aujourd'hui là-dessus en thèse de recherche, parce qu'on a travaillé ensemble et je lui ai parlé de mes découvertes. Et voilà, et elle a voulu aller plus loin, et ce qui est formidable, parce que peut-être qu'à un moment donné, on pourra savoir à peu près quel est le taux d'incidence sur les patients.
Alors moi, je vais rajouter juste quelque chose à ce sujet, parce que c'est très compliqué d'avoir un chiffre, de savoir un petit peu, d'autant que ce n'est pas la première question qu'on va poser à une patiente. C'est des choses qui sont extrêmement douloureuses, qui sont très culpabilisantes la plupart du temps, et amener à ça est souvent compliqué. Et on a des biais. Moi, j'ai tendance à penser que c'est en fait assez fréquent dans des douleurs gynéco de pouvoir avoir en antécédent des liens avec sa vie intime auparavant. Ça ne veut pas dire que la vie intime provoque l'endométriose, on est bien d'accord, mais que les deux se rejoignent en fait, entre l'endométriose qui existe et cette vie intime qui a été perturbée, les deux se rejoignent et la douleur fait un peu ce lien, de mon point de vue en tant que médecin de la douleur, entre ces traumatismes au milieu de cette intimité et de la maladie. Merci pour ces éléments de réponse. Avant de prendre une dernière question, peut-être, je vais me permettre, puisqu'on a eu la réponse des cliniciens, peut-être une réponse d'épidémiologiste. Il y a au moins 2 grandes études prospectives qui montrent que des patientes qui décrivent des antécédents d'abus sexuels ou d'abus d'autres natures d'ailleurs ont secondairement, prospectivement, plus de risques d'être diagnostiquées avec une endométriose confirmée gynécologiquement. Cela dit, se pose la question bien évidemment du fait que ces abus sexuels peuvent non pas créer l'endométriose, mais en amplifier potentiellement la perception et donc peuvent être à l'origine d'un diagnostic plus fréquent qu'il ne le serait chez les femmes non exposées aux abus. Donc ça reste une question pour laquelle les données scientifiques épidémiologiques sont pour l'instant bien en peine de répondre. Peut-être une dernière question qui est un peu très, très générale, qui serait quel est le rôle pour le psychiatre psychiatre qui ne s'est pas prononcé pour l'instant, n'a pas intervenu, même si on en a entendu parler, pas forcément bien. Quel est le rôle pour le psychiatre dans le parcours de ces femmes, selon vous? C'est une question très large, mais il faut une réponse très rapide, peut-être, de chacun d'entre vous. Aucune place? Je dirais en tant que clinicien, je suis de plus en plus à même d'envisager ces prises en charge de façon globale, à savoir que nous sommes, nous cliniciens, thérapeutes, somatistes, sur la notion d'échec. Nous sommes réellement sur une situation où la prise en charge de l'endométriose est quand même peu satisfaisante. Il y a une grande époque où on était très interventionniste, très chirurgical. Maintenant, on revient un petit peu en arrière parce qu'on était trop loin. On voit bien aussi, et l'exemple, l'illustration qui a été donnée, que le dialogue avec la personne parfois aboutit à des résultats plus positifs que le dialogue avec la maladie que peut faire le praticien. Donc, il y a probablement un partenariat, peut-être que un génogramme, d'avoir une vision de la patiente et, entre guillemets, du halo familial qui est autour d'elle peut être éclairant pour l'équipe médicale et pour celles, parce qu'il ne faut pas généraliser, vraiment j'insiste sur cette notion des endométrioses, pour celles qui sont identifiées comme potentiellement être dans une situation toxique qui pourrait participer à l'expression de l'endométriose, à ce moment-là, d'établir un parcours spécifique. Donc vraiment, la dimension autour de la maladie, autour de la patiente, est quelque chose vraiment à appréhender, à mon sens. Pour moi, le rôle du psychiatre est un rôle qui est fondamental. Enfin, l'approche, en tous les cas, psychothérapique, me semble être, quoi qu'il advienne, très complémentaire en fonction de la manière aussi dont la patiente peut vivre sa maladie, sa douleur. C'est pour moi une approche qui est évidemment complémentaire. Nous sommes plusieurs à pouvoir prendre en charge cette maladie, chacun dans notre domaine et en complémentarité. Moi, je pense même que la complémentarité psychiatre-psychologue, elle est indispensable. Parce qu'en fait, nous, en tant que psychologue, on ne peut pas prescrire. Donc, on peut par contre travailler en duo et en binôme avec un psychiatre qui, lui, va prendre en charge une partie, j'allais dire, de ce que la patiente va lui déposer, puisque le patient ne dépose jamais la même chose chez tout le monde.
et s'occuper d'un traitement éventuel. Vous avez parlé de douleurs neurologiques. Voilà, moi je découvre que du coup ces douleurs sont plus neurologiques et peuvent être traitées différemment. Donc je pense que la combinaison psychiatre-psychologue, elle est à mon sens indispensable dans le traitement de l'endométriose. Mais encore une fois, toutes les patientes n'accepteront pas d'aller voir déjà un psychologue et encore moins un psychiatre. Donc l'intérêt, c'est quand même d'avoir un travail en équipe pour que la patiente puisse petit à petit accepter d'aller voir tout le monde. Alors, moi, je vous rejoins tout à fait sur cette notion-là, puis sur cette idée que tout ce qui va être de l'ordre de la pluridisciplinarité, c'est-à-dire de faire travailler différents praticiens ensemble, en fait, ça va participer à porter la patiente et donc à la contenance qui lui est nécessaire pour se sentir mieux. Avec cette idée tout de même, ce que disait Valérie, qu'effectivement, de temps en temps, les patientes craignent de se faire psychiatriser, voilà, surtout étant donné l'historique de l'endométriose. Mais parfois, on peut les amener à consulter des psychiatres, voilà, en prenant le temps, voilà, qu'elles prennent elles-mêmes conscience de l'atteinte psychique qui est la leur, et puis en cheminant ensemble, c'est quelque chose qui peut s'envisager un petit peu dans le parcours de l'endométriose au fur et à mesure. Merci beaucoup pour vos mots positifs, notamment sur la place de la psychiatrie liaison, qui est tout à fait une thématique en lien avec cette section de médecine psychosomatique. Et avant de laisser Cédric conclure, je voulais juste inviter les intervenants comme les participants à ne pas hésiter, si vous avez apprécié ce webinaire, à rejoindre la société savante AFPBN, qui est une belle société qui couvre un grand nombre de thématiques de psychiatrie, de neurosciences, qui est très ouverte. Donc, non seulement écoutez les webinaires, mais rejoignez-nous. Merci beaucoup. Merci Jean-Christophe pour cet appel à rejoindre la FPBN et notamment notre belle section. Merci à toutes et tous pour avoir participé à ce séminaire, en particulier les intervenants, mais également les personnes connectées. Un bref mot de conclusion, puisqu'on a largement dépassé déjà l'horaire. C'est vrai qu'on voit bien ici que l'endométriose est à la fois une pathologie singulière, et on a pu en apercevoir notamment certains aspects à travers une physiopathologie spécifique, et qui dit physiopathologie spécifique, il dit possiblement accès à un traitement, à des traitements spécifiques, voire à des méthodes de prévention spécifiques liées à cette physiopathologie singulière. C'est aussi, notamment dans le champ de la médecine psychosomatique, une pathologie exemplaire par son impact psychologique, par le rôle potentiel de facteurs largement psychologiques dans la perception des symptômes, mais pas nécessairement, bien sûr, dans la création des lésions, mais aussi le risque d'une approche psychologique exclusive qui ferait de l'endométriose finalement une pathologie psychogène. Et on voit que le risque, il est double. Il est celui d'une perte de chance, de façon générale, au niveau médical pour les patientes. Il est aussi celui de la stigmatisation liée au stigma, liée à la pathologie mentale de façon générale, et aussi aux stéréotypes de genre, dont on voit qu'ils ne sont pas innocents dans les attributions causales psychogènes exclusives qui ont pu être faites dans le cadre de l'endométriose. Enfin, une pathologie exemplaire aussi en matière d'errance diagnostique, qui est un problème à multiples entrées dans le cadre d'endométriose comme dans d'autres pathologies. Cette errance diagnostique ajoute au fardeau psychologique des patientes. Elle peut être aussi associée au soulagement apporté par une annonce diagnostique et la découverte d'une cause, notamment lésionnelle, à ces douleurs handicapantes, avec toute la complexité de cette annonce qui, au-delà du soulagement, comporte également aussi le risque parallèle d'exclusion de mécanismes psychologiques ou, de façon générale, cérébraux, comme ça a été montré dans la dernière intervention, qui sont autant de pistes pour améliorer les symptômes et retrouver une qualité de vie. Merci à nouveau à toutes et tous pour avoir participé à ce séminaire en tant qu'intervenant, intervenante et en tant qu'auditeur. Nous n'avons pas pu répondre à toutes les questions, mais vous pourrez revisionner ce webinaire sans aucune difficulté. Merci et une excellente année 2023. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci, au revoir.